La parole est maintenant au président Requier pour 10 minutes pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi de finances est déjà le dernier du quinquennat qui n'aura pas manqué d'événements imprévus. Effectivement, nous ne sommes plus à l'époque où nous examinions la loi de programmation des finances publiques qui prévoyait pour 2022 un déficit total à 0,3%, un déficit structurel à 0,8% et un taux d'endettement public à 91% du PIB. Ce projet marque aussi une forme de bilan du quinquennat, jalonné de réformes économiques et fiscales. Tout d'abord, la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, une grande mesure du pouvoir d'achat du quinquennat qui a toutefois donné lieu à de nombreux besoins de compensation pour les collectivités territoriales, renforcés par les pertes de recettes subies depuis la crise sanitaire. Ces dispositifs de compensation sont encore en cours de mise en œuvre et vont donner lieu à plusieurs amendements dans cet hémicycle pendant l'examen de cette première partie de budget. Autre mesure emblématique du début du quinquennat, la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et l'instauration d'une flat tax sur les revenus du capital. La réduction du taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés destinée à renforcer l'attractivité de notre territoire s'est aussi poursuivie, malgré quelques contretemps budgétaires, en début de législature et avec le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement avait également fait une priorité de transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, en baisse de cotisation pour le coût modique, entre guillemets, de 20 milliards d'euros. Enfin, dans le contexte du plan de relance lancé à la fin de l'année dernière, il faut citer la baisse des impôts dits de production, qui était également dans les cartons de l'exécutif. Cette dernière mesure n'est pas sans conséquence sur les finances des collectivités locales. Les objectifs ambitieux du début de mandat quant à la réduction des effectifs de l'État, même s'ils étaient moindres que d'autres à la droite de cet hémicycle, semblent avoir fait long feu. Il est vrai que la transformation de l'administration est un processus complexe qui nécessite du temps, de la stabilité et l'association des agents concernés. Elle s'est poursuivie néanmoins, en particulier au sein de l'administration de Bercy. Un des plus grands points d'achoppement reste la fiscalité environnementale, avec comme corollaire la difficulté à opérer la transition énergétique. Alors que la dernière réunion de la COP vient de s'achever à Glasgow, les difficultés pour répondre véritablement aux défis du changement climatique semblent toujours immenses, pour ne pas dire insupportable. La fiscalité énergétique représente une part importante des débats de la loi de finances, souvent très techniques. Nous relayons chaque année des propositions visant notamment à encourager le développement de carburants alternatifs tout en restant soucieux de l'équilibre financier des entreprises et de l'équité pour les ménages engagés dans cette transition énergétique. Autre point d'achoppement majeur, l'ajournement de la réforme des retraites du fait de la crise sanitaire. Si son opportunité pouvait faire débat en 2019, le retour de déficits importants sur l'ensemble des comptes de la sécurité sociale laisse imaginer de nécessaires efforts dans les prochaines années, quoi qu'on en dira pendant la future campagne électorale. Il est néanmoins certain qu'une telle réforme ne pourrait être engagée par un simple amendement du PLFSS. Des efforts réels d'amélioration et de transparence ont été faits dans la gestion des finances publiques, à l'exception notable de ces 2 dernières années marquées par des mesures d'urgence et le quoi qu'il en coûte face à la crise sanitaire. Moindre recours au décret d'avance qui contourne l'autorisation parlementaire, limitation du PLFR de fin d'année à un texte de fin de gestion, travaux menés à l'Assemblée nationale sur la modernisation de la LOLF, qui ont débouché un peu tardivement, il est vrai, sur 2 propositions de loi de modernisation des finances publiques, notamment principalement des mesures techniques. L'exposé ne serait pas complet sans rappeler la mise en place plutôt consensuelle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, bien que le calcul de cet impôt puisse parfois sembler moins évident. Sur le plan des dépenses, ce quinquennat
aura été marqué par un renforcement des budgets régaliens, défense, intérieur, justice, mais aussi réinvestissement dans l'enseignement, sans oublier le système de santé qui s'est retrouvé au cœur de la crise sanitaire. Avec les collectivités territoriales, les relations ont pu être rugueuses en début de quinquennat, avec un gouvernement du nouveau monde pas toujours au fait des réalités des collectivités. La seconde moitié aura été plus consensuelle, avec une véritable écoute pour les difficultés rencontrées par les responsables locaux et une volonté d'apporter des solutions dans le cadre de réformes comme la loi Engagement et Proximité. Je souhaite à ce stade évoquer les contraintes inhérentes au statut de parlementaire lors de l'examen des projets de loi, recevabilité financière définie par l'inflexible article 40 de la Constitution et autres règles anti-cavalier. Ces contraintes de l'initiative parlementaire, qui découlent du parlementarisme rationalisé, cher aux fondateurs de la Ve République, ne s'appliquent bien sûr pas au gouvernement, qui doit pourtant répondre en temps normal devant la Commission européenne. L'examen de ce PLF 2022 au Sénat intervient une fois encore, hélas, dans un contexte de rebond de crise épidémique du Covid-19. Je note toutefois que les nombreux dispositifs de soutien émanant de nos travées et de l'action gouvernementale ont bel et bien porté leurs fruits. Le taux de croissance devrait en effet dépasser cette année les 6%. Il est inutile de se réjouir trop vite. Nous sommes ici dans une situation de rattrapage par rapport à 2020 et non dans un schéma de pleine reprise économique. Concernant le budget de l'année 2022, je note une hausse de 12 milliards d'euros, laissant l'objectif des dépenses totales de l'État s'établir à 495 milliards d'euros. Une autre nouvelle a priori satisfaisante est la diminution du déficit budgétaire à l'ordre de 3,5 points de PIB, passant de moins 8,2% en 2021 à 4,8% de PIB en 2022. Le taux d'endettement public passerait quant à lui de 114% contre 115,6% en 2021. Enfin, le texte prévoit une hausse des recettes fiscales de l'État de 13,4 milliards d'euros par rapport à la prévision réalisée pour 2021, s'établissant dès lors à 292 milliards d'euros. L'objectif est clair, le budget 2022 a pour ambition d'illustrer, selon les mots du gouvernement lui-même, une normalisation progressive des finances publiques, bien qu'il recourt encore fortement à la dépense publique. Les amendements proposés et adoptés à l'Assemblée nationale l'ont montré. Comme chaque année, mon groupe ne sera pas en reste de propositions d'amendements. Je citerai d'abord le traditionnel amendement Caillaux sur l'impôt citoyen que nous avons néanmoins adapté aux réalités fiscales d'aujourd'hui, en particulier la CSG. Je porterai aussi plusieurs amendements de soutien aux acteurs publics locaux, notamment aux maires. Je salue au passage la participation ces derniers jours au congrès annuel qui a fait son grand retour après l'annulation de l'an dernier. Nous proposons également des mesures d'aide aux associations avec un amendement reprenant la proposition de loi de mon collègue Éric Gold pour encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive et culturelle. Les associations d'aide aux démunis ne seront pas en reste, avec la proposition de prolonger le relèvement du plafond du dispositif Coluche. Nous proposerons d'utiles mesures de soutien à l'agriculture et à la viticulture. Enfin, un amendement sera présenté pour relever d'un point la taxation des grandes entreprises du numérique qui ne paient toujours pas le juste impôt qu'elles devraient dans notre pays. En tant que rapporteur spécial sur les crédits de la mission Aide publique au développement avec Michel Canevet, j'ai à cœur de défendre une politique parfois critiquée qui est à la fois un outil de coopération avec les pays du Sud et un élément de rayonnement de la France dans le monde. Je note enfin des mesures qui auront des conséquences importantes dans les domaines concernés. La poursuite de la reprise de la dette ferroviaire à hauteur de 10 milliards d'euros, l'expérimentation de la recentralisation du RSA dans le département, les multiples mesures en faveur des professionnels indépendants ou encore la réforme par ordonnance de la responsabilité des comptables juridiques. Je terminerai mon intervention par une brève considération sur la période électorale qui s'ouvre. Nous savons bien qu'un budget préélectoral peut comporter des mesures exceptionnelles, alors que les citoyens seront bientôt appelés à se prononcer pour ce qui constitue le premier rendez-vous politique de notre pays. Mon groupe tient à rappeler son attachement au débat parlementaire dans sa plénitude, sa totalité, moyen de formuler des propositions constructives et d'honorer le mandat qui nous a été confié par nos électeurs. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Rémi Féraud pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 9 minutes.